et bienvenue dans le Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour passer un beau moment et découvrir du contenu juridique de qualité dans une ambiance détendue, comme vous le savez. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans la saison 10, on est ravis, on continue, on ne s'arrête plus. Je suis évidemment ravie de retrouver aujourd'hui mes acolytes préférés, que sont Audrey Deléris, notre chasseuse de tête, et notre ami Pierre Landy, executive mentor, qui m'accompagneront tous les deux dans cette interview et qui feront bien sûr leur chronique en fin d'émission comme vous les attendez. Audrey, ravie de te voir, de te retrouver sur le plateau. Comment vas-tu? Bonjour Lydia, bonjour à tous. Et ben, écoute, ravie comme toujours de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, quel sera le sujet de ta chronique, Audrey, aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'Emily. Emily, c'est un des recrutements que j'ai eu l'occasion du coup de gérer chez Fed Legal. Et Emily, elle a été experte, elle est passée généraliste. Et selon elle et selon moi, quand on veut, on peut. Bien, eh bien, avec une devise pareille, on attend la suite. Et Pierre, notre ami Pierre, comment va-t-il aujourd'hui? Notre ami Pierre Landy, je précise, et vous comprendrez pourquoi. D'accord. Eh ben, écoute, ça va très bien. Je suis surexcité. Regarde, je me suis acheté un micro de podcast. Alors, ça fait, pour ceux qui regardent évidemment l'émission sur YouTube, mais voilà, donc je suis tout content. J'ai l'impression d'être devenu un pro. Je suis ravi. Tu es très professionnel, Pierre Landy, ne t'inquiète pas, n'aie aucun doute. Alors, Pierre, quel sera le sujet de ta chronique aujourd'hui? Eh bien, moi, ça va être quand la direction fait la sourde oreille, 5 conseils pour que l'équipe juridique soit enfin entendue. Parfait. Eh bien, nous t'écouterons, Pierre. Alors, je vous l'ai dit, vous allez comprendre, nous avons un deuxième Pierre aujourd'hui. C'est notre invité, il nous vient du Royaume-Uni, mais pas que, d'ailleurs, il nous en dira plus. Il s'appelle Pierre Valentin. Nous sommes ravis de te retrouver sur le plateau, Pierre, de t'accueillir. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Et je vais très bien et je suis ravi d'être parmi vous. Pierre, nous sommes ravis également. Tu nous diras d'ailleurs où tu es aujourd'hui, si tu es à Londres ou à Venise. On veut tout savoir. Pardon, je vous ai perdu et je vous retrouve tout de suite. Alors, Pierre, quel message, enfin, en tout cas, excuse-moi, Pierre, ça y est, Oh, je suis perdue, mais voilà, je suis troublée parce qu'on a parlé de Venise. Le sujet aujourd'hui de l'émission, un titre magnifique, L'art et le droit, quand le droit s'en mêle les pinceaux. Eh bien, Pierre, est-ce que tu vas pouvoir te présenter à nos auditeurs? Alors oui, je suis Pierre Valentin, je suis avocat au barreau de Londres. On nous appelle des solicitors, c'est-à-dire que nous sollicitons. Ça fait un petit peu mauvais genre, mais rassurez-vous, on ne parle pas de faire les trottoirs. Je suis spécialisé en droit de l'art. On pourrait l'appeler aussi le droit de la culture, sauf que personnellement, je ne m'occupe que des arts plastiques, pas des arts du spectacle. Et c'est déjà pas mal. Alors, Pierre, je sens qu'on va bien rigoler sur cette émission. Je ne sais pas pourquoi. Avec deux Pierres comme ça sur le plateau, je sens que ça va être assez détendu. Alors, Pierre Valentin, je précise, quel message souhaites-tu faire passer à nos auditeurs aujourd'hui? Alors, je dirais, ben, tout est possible parce que, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai d'abord voulu me spécialiser en droit fiscal, mais j'étais vraiment trop mauvais en mathématiques, donc j'ai dû abandonner. Ensuite, j'ai voulu me spécialiser en droit de la concurrence, mais c'était pas vraiment mon truc. Et je suis tombé dans le droit de l'art un petit peu par hasard. Comme Obélix est tombé dans la marmite de Panoramix, sauf que ma marmite à moi, elle s'appelait Sotheby's. Un beau jour, je suis vraiment tombé par hasard sur une annonce que la maison de vente Sotheby's avait mis dans un journal dans laquelle ils annonçaient qu'ils cherchaient un juriste d'entreprise. Alors j'ai sauté sur l'occasion. C'était pas évident parce qu'à l'époque, je travaillais comme juriste d'entreprise pour une grosse multinationale américaine dans le domaine pétrolier. Alors, du pétrole au monde de l'art, c'est un petit peu le grand écart. Mais bon, ça a marché. Et je me suis retrouvé donc juriste en interne chez Sotheby's à Londres, responsable pour l'Europe. Et j'y suis resté 7 ans. Et c'est vraiment là où j'ai tout appris. Et justement, Pierre, merci pour déjà, c'est incroyable comment tu es passé de toutes ces matières jusqu'au droit de l'art. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste le droit de l'art? Qu'est-ce que c'est?
précisément? C'est vraiment le droit appliqué au monde de l'art. Il y a un petit peu de tout. Alors, pour donner quelques exemples, c'est l'achat, la vente d'œuvres d'art, que ce soit aux enchères ou sous seing privé. C'est la production d'expositions temporaires. Ça, c'est quelque chose que j'aime assez parce qu'il y a un côté spectacle. Et tout ce qui concerne les musées. J'ai travaillé, par exemple, pour l'agence française qui a monté le Louvre à Abu Dhabi pendant plusieurs années. Donc, il y a toutes sortes de problématiques. Ça, c'était un dossier assez politique aussi. Euh, il y a les prêts garantis par des œuvres d'art. Il y a des banques privées comme Citi, la Citibank et la JP Morgan, et aussi des sociétés de prêts spécialisées qui font des prêts sur œuvres d'art, tout comme d'ailleurs Sotheby's et Christie's. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'exposition, l'exportation d'œuvres d'art et de plus en plus l'importation d'œuvres d'art. Il y a par exemple une nouvelle réglementation européenne qui va entrer en vigueur au mois de juin et qui va rendre l'importation dans l'Union européenne d'œuvres créées ou découvertes en dehors de l'Union européenne assez difficile. Donc, si vous avez une collection d'art chinois ou d'art égyptien, ben, il faudra se dépêcher pour l'importer. Si elle est en dehors de l'Europe, il faudrait se dépêcher pour l'importer avant le mois de juin parce qu'après le mois de juin, ça pourrait mal se passer. Alors, il y a les aspects fiscaux, notamment la TVA. Ça, c'est pas un de mes sujets favoris, mais c'est en tant que voilà, juriste de l'art, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Il y a tout ce qui est propriété intellectuelle, principalement le droit de reproduction et ce qu'on appelle le droit de suite. Et puis, il y a le contentieux, euh, principalement des questions de propriété, des questions d'authenticité. Et puis, malheureusement, dans le monde de l'art, de temps en temps, il y a des fraudes. Et ça, c'est aussi un domaine dont je m'occupe. Et alors, enfin, finalement, le dernier sujet personnellement, m'intéresse énormément, c'est tout ce qui concerne l'art spolié par les nazis. Et Voilà. dis-moi, quand tu parles des reproductions tout à l'heure, c'est par exemple la reproduction d'une œuvre d'art dans un film, c'est ça? C'est ce... Alors, ça peut être la reproduction d'une œuvre d'art dans un film, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est la reproduction dans des catalogues, c'est dans les catalogues de vente, dans les catalogues d'exposition, ce qu'on appelle les catalogues raisonnés. C'est Les livres. voilà, ce sont par exemple, récemment, un artiste m'a contacté, un artiste important. Il était furieux parce qu'il a considéré que une maison de mode, donc une maison de couture, avait utilisé certaines de ses œuvres dans des défilés, sans évidemment payer de droits. Voilà, il y a toutes Bien sortes de sûr. problématiques. C'est marrant parce on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans une autre émission. Et d'ailleurs, je crois qu'on fera un truc sur les rights clearances, Audrey, avec, Tout à fait. sur ce sujet. C'est dans notre liste. Donc, stay tuned sur ce type de sujet. Et donc, du coup, c'est quoi tes clients? C'est du B2B, c'est du B2C, c'est all of the above? Alors, voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a d'abord, il y a des particuliers, donc des personnes privées. Ce sont principalement des collectionneurs, des family office et puis des artistes ou des successions d'artistes. Il y a tout le business de l'art, donc les marchands, les galeries, les maisons de vente, ceux qui prêtent contre des œuvres d'art. Il y a aussi les assureurs. Il y a ceux qui organisent des foires d'art. Enfin, voilà, il y a tout un marché. Et puis, il y a ce que j'appellerais le secteur non lucratif, donc principalement les musées, les fondations culturelles, et puis les pouvoirs publics qui investissent dans des projets culturels. Très bien. Et alors, Pierre, pour en savoir plus, cette activité, en fait, elle consiste en quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, au quotidien, je dirais qu'il y a trois volets. Il y a le volet transactionnel, donc c'est principalement structurer des transactions, rédiger des contrats et puis les négocier. Il y a le volet contentieux, donc tout ce qui est, voilà, tout ce qui est litige. Dans le domaine de l'art, il y a la plupart des litiges, en tout cas dans le monde anglo-saxon, se règlent à l'amiable. Donc, c'est beaucoup de négociations derrière les coulisses
le monde de l'art n'aime pas trop la publicité qui est associée à- aux tribunaux, disons. Euh, Et pardon de t'interrompre, Pierre, justement, en termes de litige, moi, ça m'interroge. Est-ce que tu peux nous dire quel type de litige, sans que ce soit trop confidentiel, évidemment, ça oppose quelle partie quand il y a un litige dans le domaine de l'art? Alors, ce sont souvent des litiges concernant la propriété des œuvres d'art qui ont été, par exemple, volées ou, D'accord. je disais, spoliées, par exemple, par les Mhm. nazis. Alors, pour tout ce qui est spoliation, les tribunaux sont pas c'est pas idéal parce que la plupart du temps, il y a des questions de prescription qui jouent. Et donc, dans ces matières-là, il y a des espèces de tribunaux ad hoc qui se sont constitués au fil du temps qui se spécialise dans la gestion ou dans la résolution de ces litiges. Il y a tout un aspect moral, émotionnel, éthique que les tribunaux ne prennent pas en considération. Et donc, voilà, il y a un besoin de gestion de ces litiges d'une façon un petit peu particulière. Des questions des questions d'authenticité. Donc là, par exemple, j'ai un client qui a acheté un tableau aux enchères, il l'a payé assez cher. Il est arrivé chez lui et il m'a contacté en me disant oh, je ne suis pas tellement content parce il y a des morceaux, il y a un peu de la peinture voilà, la condition du tableau n'est pas idéale. Et de fil en aiguille, on est arrivé à la conclusion que le tableau était probablement un faux. Et donc là, on était en train de rassembler les preuves afin de démontrer que c'est un faux, pour ensuite se retourner contre la maison de vente et le vendeur pour essayer de récupérer le prix. Donc ça se passe régulièrement. Et puis il y a d'autres. Alors je parlais de la fraude. Bon, malheureusement, il y a pas mal de fraude dans le marché de l'art. Pour des raisons évidentes, voilà, l'art c'est facilement transportable, ça se cache assez facilement, et avec la valeur croissante de certaines œuvres d'art, ben, c'est un véhicule, disons, qui est utilisé pour commettre des fraudes, parfois des fraudes. Voilà, pour l'instant, je travaille avec une galerie qui est en plein dans une fraude qui s'est passée à New York. Une art advisor, ben, elle se faisait payer et puis au lieu de passer les fonds à la partie auquel ces fonds étaient dus, ben, elle en empêchait une partie pour maintenir un train de vie assez élevé. Et donc, il y a un petit peu de pot cassé depuis que cette situation enfin, que cette fraude a été découverte. D'accord. Et puis, il y a le volet, je dirais le troisième volet, c'est le volet conseil, qui est très vaste. Donc, pour l'instant, sur mon bureau, j'ai des questions d'importation, justement, cette nouvelle réglementation dont on parlait. L'intelligence artificielle, il y a des questions qui se posent comme, voilà, dans tous les domaines, mais le monde de l'art utilise également l'intelligence artificielle. J'ai un dossier concernant certaines espèces en voie de disparition donc des biens culturels dont le matériel sont de l'ivoire en particulier, qui est une espèce protégée. Et j'ai aussi un dossier de datation en paiement, de droit de succession. Donc, comme tu vois, c'est assez varié. Ok. Merci beaucoup, Pierre. Et tu nous as dit qu'au départ, donc c'était pas du tout vers le droit de l'art que tu t'es tourné. Comment t'es arrivé ensuite au droit de l'art et à te spécialiser dans ce domaine-là? Écoute, j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui était, tout ce qui est matière artistique, à commencer par l'architecture. Avant de décider de devenir avocat, je voulais être architecte, bon, un architecte manqué. L'automobile, tout ce qui est les voitures anciennes m'intéresse beaucoup et particulièrement aussi les arts décoratifs. Voilà, ce sont mes domaines préférés. Je suis arrivé j'ai eu beaucoup de chance de décrocher le job Le chez fameux poste dont Sotheby's. tu nous parlais, oui. Voilà, et donc ça m'a vraiment, c'est là où j'ai appris le métier. Et puis à un certain moment, le Sotheby's, dans les années, en 99, je pense, ou 2000, ils ont lancé une plateforme en ligne qui s'appelait Sotheby's.com,
Ils ont aussi fait une joint venture avec Amazon. .com. Je me suis occupé de ces deux projets et c'est là où je suis tombé amoureux de tout ce qui est vente en ligne et projets Internet. Et c'est là où j'ai quitté Sotheby's pour rejoindre Yahoo, où j'ai rencontré Pierre. Mais bon, ça a été un petit intervalle parce qu'en réalité, le monde de l'art, c'était voilà, ma passion On dira première. pas quand c'est. Pardon, on dira pas quand c'était parce que ça va pas nous rajeunir, Pierre. Nous Non, je n'avons pas sais. changé depuis. On n'a pas bougé. On est pareil. Voilà. Mais, euh, mais Toi, tu n'as pas effectivement, changé. Moi, j'ai vieilli de façon alarmante. oh, tu te fais du mal. Mais donc le monde de l'art te manquait et hop, t'y Et retournais donc, direct. voilà, Je me rappelle tout à fait. voilà, j'ai intégré un cabinet d'avocats où j'ai lancé un des premiers départements spécialisés en droit de l'art. Et voilà, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ok. Et ben c'est moi. C'est à moi de poser une Et oui, question. Qu'il est bête. Qu'il est je bête. Mais crois que j'écoute, je bois les paroles de Pierre et j'en oublie que c'est à moi de parler. Si vous doutiez encore si nous avions un peu un script, maintenant vous le savez tout dans ce 80e et quelques épisode de Legal Club Sandwich. Pierre, est-ce que tu peux nous donner un exemple pratique, un cas pratique de genre de choses avec lesquelles tu dois dealer quotidiennement? Alors, voyons un petit peu. Un gros projet, un projet qui m'a beaucoup intéressé et sur lequel j'ai travaillé pendant presque 10 ans. C'est incroyable, peut-être un petit peu moins. Une famille qui avait accumulé une importante collection d'art entre environ 1950 et 1990, à une époque où on ne prêtait pas attention à la provenance, ce qu'on appelle la provenance des œuvres d'art, c'est-à-dire l'histoire des œuvres d'art, et notamment la provenance pendant la période nazie. Ce n'est que depuis les années le mi-90 que c'est devenu une question essentielle. Et la question est où était cette œuvre pendant les années 1933 à 1945, soit la période nazie. Et si on découvre dans l'historique d'une œuvre que ce qu'on appelle dans mon domaine un red flag, c'est-à-dire le nom d'un nazi, le nom d'une famille juive, enfin, il y a certains noms qui sont considérés comme des red flags. Il y a aussi certaines ventes aux enchères en Allemagne en particulier et en Suisse pendant la période en question, des ventes forcées généralement, des expropriations. Il y a aussi des bases de données qui sont consultables. Et notamment, il y en a une en Allemagne qui s'appelle Lost RDI, où si vous consultez cette base de données et que vous découvrez qu'une des œuvres en votre possession figure sur cette base de données, ben ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle, parce qu'en réalité, cette œuvre-là, elle n'a aucune valeur marchande. Donc, une œuvre dans l'historique de laquelle il existe un ou plusieurs red flags en rapport avec la période nazie, eh bien, malheureusement, aujourd'hui, ces œuvres-là n'ont aucune valeur. Et donc, euh, dans mon exemple, la famille en question, qui avait accumulé cette importante collection, nous a demandé à nous, avocats, mais aussi à ce qu'on appelle des chercheurs de provenance, c'est devenu un métier à part entière, d'examiner œuvre par œuvre les œuvres de la collection afin de déterminer s'il y avait des red flags dans l'historique, dans la provenance de ces œuvres. Et lorsque des red flags étaient identifiés, eh bien, de se rapprocher de la famille. Donc, il y avait tout un travail de recherche à faire pour déterminer quels avaient été les propriétaires lésés pendant la période nazie. Donc, de se mettre en rapport avec les héritiers, généralement, de la famille, afin de trouver un arrangement à l'amiable. Il y a toutes sortes de solutions qui peuvent être proposées, une vente par exemple, et puis une répartition du prix de vente, ou la remise sans compensation de l'œuvre, ou alors un paiement. Enfin, il y a toutes sortes de solutions différentes. Mais ça, c'est devenu vraiment un domaine important et dont je m'occupe très, très régulièrement.
C'est passionnant ce que tu nous racontes, Pierre. Merci beaucoup. On imagine plein de scénarios possibles dans tout ce que tu nous dis et on a envie d'en savoir plus encore. Et justement, moi, je voulais te poser la question suivante. Comment on devient un spécialiste en droit de l'art? C'est quand même assez rare. Il y en a peu. Il y en a peu. Il y en a certainement plus aujourd'hui que quand j'ai commencé il y a 20 ans. Alors, il y a d'abord une question de géographie, parce que les avocats qui ne font que du droit de l'art, ben, ils sont principalement à New York, qui est la place la plus importante dans le monde de l'art, puis à Londres, éventuellement à Hong Kong. Alors, à Paris, on peut faire du droit de l'art, mais je pense que c'est difficile de le faire à temps plein. Il y a peut-être voilà, le nombre d'avocats qui ne font que ça, on les compte sur les doigts d'une main. Alors, comment débuter? Ben, soit au sein d'une maison de vente, soit en cabinet. Alors, il y a certains musées qui ont un département juridique, mais les places sont chères et mal payées, malheureusement. En tout cas, en Angleterre, je ne sais pas en France. Je dois dire, il y a beaucoup de jeunes avocats qui sont intéressés dans le droit de l'art, qui viennent me trouver. Parfois, je me transforme un petit peu en- Mentor. voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Ça demande beaucoup de persévérance. Et je dirais, ce qui est le plus important, c'est d'avoir le meilleur network possible. Parce que malheureusement, dans le monde de l'art, le népotisme continue de régner. Et donc, c'est vraiment qui connaissez-vous et qui peut vous donner des pistons. Alors, une dernière chose, éventuellement, c'est d'entrer dans le monde de l'art, du droit de l'art, plutôt par une autre porte. Le fiscal, la propriété intellectuelle, le pénal, le contentieux. Et puis, une fois qu'on maîtrise un de ces domaines d'activité, c'est de s'orienter vers le monde de l'art, je dirais. Donc, il y a moyen, mais c'est pas facile. Tu peux pas savoir, Pierre, comme c'est de l'eau à notre moulin à tous les trois quand tu dis que le réseau, c'est hyper important, parce qu'on passe son temps dans différents forums, notamment Audrey et moi, parce qu'on a pas mal parlé récemment, y compris dans un document qui est en téléchargement. Contactez-nous si vous le voulez, qui s'appelle 5 conseils pour bien réussir sa carrière en 2025. C'est un livre blanc qu'on a coécrit avec Audrey et d'autres personnes. Et On il y a est tout un dessus. chapitre sur l'importance du réseau. Donc, effectivement, dans ton domaine, mais j'ai envie de dire de manière générale, dans n'importe quel domaine pour les juristes et les avocats, et c'est vrai que ce n'est pas notre forté, et c'est pourtant essentiel, comme tu l'as souligné. On a encore plein de questions, mais le temps avance, Alors, Lydia. oui, le timing. Alors moi, je voulais un petit coucou de Audrey ou un red flag de Audrey pour le timing. On en est où dans le timing, Audrey? Écoute, je pense que Pierre a raison, on doit absolument passer aux chroniques. Eh bien, très bien. C'est mon timekeeper, Audrey, vous l'aurez Ah, compris. Et donc, absolument, meubler le temps que je fasse ce qu'il faut pour passer Oui, aux mais chroniques. bien sûr, je suis on la a meublé timekeeper du puisqu'on a, coup. on a encore tout un tas de questions pour Pierre qu'on garde pour la suite, Pierre. C'est passionnant. On a envie d'entendre tout un tas de choses encore. Tu reviendras peut-être en saison 11 nous dévoiler d'autres secrets, Pierre. Avec plaisir, avec plaisir. C'est Et, bon. et en attendant, notre deuxième Pierre de l'émission va pouvoir démarrer sa chronique et on l'annonce tout de suite en exclusivité. Jingle. Merci, merci. Et c'est tellement drôle. Je jongle avec mes moniteurs, avec mes micros, voilà, c'est parce que je suis l'ingénieur du son pour ceux qui rejoignent Club Sandwich en saison 10. Donc, je l'ai annoncé tout à l'heure, on va parler de qu'est-ce qu'on fait quand la direction fait la sourde oreille. Eh bien, vous savez, on le sait tous, être juriste en entreprise, c'est parfois comme être le personnage secondaire d'un sitcom. On a de super punchlines, mais personne ne les écoute. On vous appelle quand il y a un problème, on vous zappe quand vous proposez des solutions. Résultat, frustration, agacement et un furieux sentiment d'inutilité. Alors, voici mes 5 conseils pour que vos conseils, justement, ne finissent pas dans les oubliettes du business. Pour moi, c'est 5 stratégies béton et testées en conditions réelles pour qu'on vous entende. Alors, la première, parlez business, pas droit. Si vous commencez par une phrase qui dit à peu près quelque chose du style
Alors, d'un point de vue juridique, juridiquement parlant, félicitations, vous avez perdu votre audience. Les dirigeants ne veulent pas un cours de droit des contrats, ils veulent savoir comment éviter une amende, gagner du temps ou sécuriser un deal. Donc, traduisez vos recommandations en impact concret. Si on fait ça, on risque une amende de 500 000 euros. Ça vaut mieux que l'article 1240 du Code civil stipule que, puis après on le cite, voilà, non, idem. Très important, parce que faut quand même, on parle d'amende, mais parler de risque potentiel versus des probabilités de matérialisation du risque dans la vraie vie. Il y a toujours deux axes lorsqu'on parle d'un risque. Voilà, donc au lieu de dire que ce contrat présente un risque de contentieux et basta causi, dites ce contrat pourrait nous coûter X 1000 euros en litige, nuire à notre image de marque, retarder le lancement de produits, ça impacterait notre chiffre d'affaires de X%, etc., etc. Donc, pour bien faire cette traduction, et là, ceux qui me connaissent bien vont rigoler, il faut que le juriste, bien sûr, comprenne les enjeux métiers, qu'il se familiarise, pardon, avec les chiffres clés de l'entreprise, le chiffre d'affaires, la marge, et qu'il fasse un travail de veille sur les actualités du secteur. Et bien sûr, idéalement, même si on dirait que je suis un vieux disque rayé, qu'il fasse partie du comité de direction de l'entreprise et reporte au CEO directement et non pas à d'autres sbires de l'entreprise, car c'est comme ça que l'on peut vraiment parler business et être au cœur du business. Deuxième conseil, faire du storytelling. Oui, comme dans Mad Men. Les chiffres et les textes de loi, c'est bien, mais ce qui reste en tête, c'est une bonne histoire. Audrey adore les anecdotes. Pourquoi? Eh bien, parce que ça parle plus. Donc, au lieu de dire il faut renforcer la conformité RGPD, racontez plutôt comment un concurrent s'est pris une bonne grosse amende record, a perdu tous ses clients à cause d'une faille de sécurité. Et surtout, vous pouvez les orienter, leur dire ce n'est pas théorique. Regardez la dernière décision de la CNIL qui est postée publique le 14 novembre 2024. C'est vrai. La CNIL a sanctionné Orange pour 50 millions d'euros. Bon, ça va parler plus aux business guys qu'il faut respecter le RGPD. Donc, n'hésitez pas à humaniser vos histoires, mettre en scène des conséquences concrètes pour les clients, les employés, l'entreprise. Utilisez des exemples concrets, des chiffres. N'ayez pas peur de faire appel aux émotions. On y va, on lance le tout, on utilise du storytelling. Conseil numéro 3, trouvez un sponsor dans le top management. On écoute bien plus volontiers celui qui a du poids dans l'entreprise. Donc, si votre message n'a pas d'écho, passez par quelqu'un que la direction respecte et qui saura le porter. Donc, identifiez votre allié, le DAF, si c'est lui, le CEO, le CTO, quelqu'un qui comprend vos enjeux et faites-en un relais de vos recommandations. Idéalement, prévenez-le avant d'aller en codir, etc., de ce que vous allez dire. Cherchez déjà à le convaincre, ce qui fait que vous aurez un allié dans la salle au moment où vous allez présenter votre recommandation. Et puis, cultivez votre réseau. Je me répète encore une fois comme un bon vieux disque rayé. La finance, le marketing, etc. Plus vous les connaissez, mieux c'est. Donc, prenez le temps de les rencontrer, déjeunez avec eux, passez du temps. Conseil numéro 4, intégrez-vous dans les discussions stratégiques au lieu d'attendre d'être consulté. Trop souvent, les juristes arrivent après la bataille. Erreur fatale. Si vous voulez peser, il faut être là dès les premières discussions. Donc, trouvez des moyens d'être intégré. Alors, imaginez des formats courts, des vidéos courtes, des petites newsletters, le café juridique, ce que vous voulez pour être partout. Soyez proactif et pas du tout réactif pour proposer des solutions innovantes. Je le dis tout le temps, on ne dit pas non à n'importe quelle question, on dit non comme ça, mais oui comme ça. Si vous rentrez dans cette logique, déjà, vous gagnez tout. Il faut être visible, accessible, proposer des formations, etc. 5, ne lâchez rien, mais intelligemment. Alors, soyons réalistes, je vais l'être avec vous. Même en appliquant tous ces conseils, il y aura toujours des résistances. Le secret, la répétition et la diplomatie, ou si vous connaissez le Strength Finder, la force harmonie que j'ai. Donc, si c'est pas passé aujourd'hui, reformulez-le, adaptez-le, revenez à la charge sous un autre angle. Je dis toujours, quand on vous sort par la porte, revenez par la fenêtre, vous verrez, il faut que ça fonctionne. Documentez par contre vos conseils, gardez une trace écrite, parce que peut-être que vous ne serez pas entendu cette fois-ci, mais la fois suivante, quand vous aviez eu parfaitement raison dans votre petit mémo écrit, je vous assure qu'à la fin, cela montrera votre professionnalisme. Puis surtout, parlez intelligemment, n'utilisez pas tous ces termes que personne ne comprend, adaptez votre discours à son interlocuteur, choisissez le bon moment pour aborder un sujet, ça, Lindia nous en parle constamment, le timing, faites preuve de patience. Donc si je résume, parlez le langage du business, racontez des histoires qui marquent, trouvez un sponsor influent, soyez présent dès le début des discussions et persévérez avec intelligence. Si après ça, votre direction fait encore la sourde oreille, eh bien, c'est peut-être le moment de revoir votre stratégie. Moi, j'irais même plus. C'est peut-être le moment de revoir votre employeur. Voilà. Allez, merci à tous et à très bientôt.
Merci beaucoup, Pierre. Et on rajoutera en sixième, gérer son timing. N'est-ce pas, Pierre Lordy? Nous sommes à 6 minutes. Tu parles plus. Non, parce qu'en fait, je ne t'entendais pas avec mes micros, avec mon machin. Ah, pardon, Donc, tu m'as pardon, Pierre, certainement tu dit me des choses rassures. désagréables, mais je n'ai rien entendu. Bon, bah, c'est très bien, tu n'as rien entendu. Tu écouteras le replay. Alors, Pierre, merci beaucoup pour cette chronique que nous adorons, bien sûr. Et tout de suite, jingle pour Audrey. Bien sûr, tout de suite, jingle pour Audrey, tu penses? Tu penses, on était On va le totalement laisser prêts? respirer quelques On instants. était totalement prêts pour le jingle d'Audrey, mais quel... bien sûr, et c'est parti! Parti! Get the fever. Ah, c'est- Merci Pierre pour le jingle. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais en tout début d'émission, je vais vous parler d'Émilie. Donc comme vous le savez, Émilie n'est pas son vrai prénom, vous le savez maintenant, mais c'est une personne qui existe vraiment. Émilie, c'est une avocate spécialisée en droit social. Elle est experte dans son domaine, elle adore ça. Mais après 5 ans dans son cabinet, elle a envie de changer, ce qui arrive à beaucoup d'entre eux et beaucoup d'entre vous. Elle veut passer côté entreprise, elle veut toucher à d'autres sujets, élargir son champ d'action et elle est prête, ça y est, à relever un nouveau défi. En parallèle, comme vous le savez, ça tombe plutôt bien, sinon je vous raconterai pas d'histoire, j'ai un mandat pour une PME du secteur des services. Il s'agit d'un remplacement vraiment stratégique parce que la personne qui est en poste, elle a créé le service juridique quelques années auparavant, c'est une ancienne aussi avocate en droit social, et elle a recruté justement un juriste très récemment. Et le président de cette entreprise, il attend de beaucoup de choses de cette nouvelle personne qui va venir remplacer pour le coup, parce que le poste, entre-temps, a beaucoup évolué, n'est pas dédié uniquement au droit social. Donc, je propose la candidature d'Émilie. Certes, elle est très spécialisée, elle ne correspond pas tout à fait au poste tel qu'il a été transformé au fur et à mesure des années, mais quand ils se rencontrent, le courant passe hyper bien parce qu'elle est ultra motivée, c'est quelqu'un de curieux, qui est prêt à apprendre. Et le président, il est hyper convaincu. Émilie, c'est une vraie experte du droit social, mais voilà, c'est une matière qui est nécessaire pour le poste, mais il la sent capable de faire autre chose. Voilà, au-delà des compétences techniques, il voit en elle quelqu'un qui saura s'intégrer aux équipes business, jouer un rôle clé dans l'entreprise. Donc pour lui, c'est ça vraiment l'essentiel. Je vous remercie, Lydia et Pierre, de ne pas rigoler. Je vous vois rigoler, ça me déconcentre. Alors, résultat, Émilie, elle est recrutée. Une experte en droit social, elle élargit son périmètre au droit des contrats, au droit des sociétés, au contentieux commercial, à la data et même passe une certification d'IPO. Alors, bien entendu, ses compétences en droit social, elles sont toujours valorisées. Ça, c'est le point fort de son parcours. Et petit à petit, elle passe en fait d'une posture de technicienne à celle de business partner, ou comme tu préfères le dire, Pierre, de trusted advisor. Donc, c'est un vrai changement de carrière qui est réussi haut la main. Évidemment, voilà, elle est passée, on pourrait dire, généraliste, mais attention, comme vous le savez, je déteste qu'on dise généraliste. En fait, elle est passée d'experte en fait à un profil un peu plus capable de toucher à plein de sujets, de piloter des sujets. Et ça, c'est vraiment important. Autre point important que je voulais souligner dans cette histoire, c'est qu'Émilie, elle a su gagner la confiance de la juriste qui était en place, qui en fait, justement, euh, n'avait pas été choisie par cette nouvelle manager. Et cette juriste-là n'avait pas choisi, justement, cette manager-là. Donc, en fait, il fallait que ça prenne. Et ça a pris, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc la morale de l'histoire, là, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer forcément dans une spécialisation si on a envie d'évoluer. Il faut avant tout prouver qu'on est ouvert d'esprit, qu'on est curieux, qu'on a envie d'apprendre. Et ça, c'est vraiment des outils bien précieux, bien plus que n'importe quelle expertise qui peut être figée dans le temps. Donc évidemment, pour que l'élargissement il soit possible, il faut aussi la bonne structure, la confiance de la direction, c'est évident, ça marche dans tous les sens. Donc mon conseil, c'est que au sein même de votre entreprise, et ça j'en ai déjà parlé, mais c'est important avec cette histoire de vous le redire, que même si ce n'est pas dans votre fiche de poste, vous pouvez intervenir sur d'autres dossiers, sur d'autres choses. Et c'est déjà un bon premier pas. Donc l'idée, c'est vraiment de faites savoir, soyez curieux, prêts à vous investir sur d'autres dossiers. Et là, c'est pas forcément obligé de partir de votre société et de fuir une situation. C'est aussi à vous d'aller élargir votre champ de compétences. Et évidemment, comme vous le savez, j'adore les citations. Donc, comme le disait Henry Ford, que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous aviez raison. Alors, si vous voulez changer, c'est à vous de le faire. Foncez en interne ou en externe et prouvez que quand on veut, on peut.
Et enfin, c'est un point non négligeable aussi que je voudrais mettre en avant pour finir. Les entreprises, elles ont aussi un rôle à jouer là-dessus. C'est qu'elles doivent être prêtes à donner leur chance à ces profils qui veulent élargir leur champ d'action, que ce soit pour des profils qu'ils ont en interne ou qu'ils recrutent en externe. Donc bien sûr, ça doit se faire dans un contexte adapté, avec des conditions favorables à cette transition. C'est pas toujours possible. Mais quand les envies de changement, elles rencontrent un environnement propice, c'est là que naissent les plus belles réussites. Ta chronique, elle Merci. tombe à pic avec ce qu'a raconté Pierre aujourd'hui. C'est Ah marrant. bah, tout à fait. Exactement, Quand on veut, on peut. tout à fait. Merci beaucoup, Audrey, qui encore une fois est un bel exemple. Audrey, elle sait que elle n'aime pas quand j'en parle, mais c'est une réalité. Audrey, elle ouvre des réseaux, elle crée des réseaux, elle crée des podcasts, elle fait tout un tas de choses aussi pour nourrir sa Non, mais c'est fonction et important ses parce que tout fonctions. ça, c'est des opportunités que Audrey a prises sans, enfin, par elle-même, d'initiatives, etc. Et on en a parlé plein de fois aussi Ouais. sur l'importance. C'est aussi d'ailleurs, je crois, dans le livre blanc, il me semble. Il faut Tout vraiment à que vous fait. Bon, téléchargiez, hein. On va le mettre en lien. On va le mettre en lien de tout l'émission à de. fait. Merci Merci en en tout cas, tout cas. merci à tous les deux, Pierre et Audrey, pour vos chroniques qu'on adore. Et on va retrouver notre deuxième Pierre aujourd'hui, notre Pierre Valentin, qui qui nous a raconté des tas d'histoires, mais ce n'est pas fini, Pierre, puisqu'on a une autre question pour toi. Et notamment, on aimerait entendre une anecdote que tu peux évidemment nous raconter sur ton parcours. Alors, une anecdote. Il y a quelques années, je peux en parler parce que c'est bon, ça, l'affaire est arrivée devant les tribunaux, donc c'est public. Un client m'appelle en me disant, ah, mais tu sais, j'ai un problème. J'ai cette sculpture d'Anish Kapoor, une des premières sculptures d'Anish Kapoor, qui est vraiment un de mes bébés. Elle a disparu. Je l'ai confiée à une société d'entreposage et ils ne la retrouvent plus. Alors je leur ai dit, ben, c'est très petit, cette sculpture. Ah non, 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 c'est énorme, c'est une grande pièce et elle a disparu. Alors pour faire une longue histoire très courte, en fin de parcours, on a découvert ce qui s'était passé après un procès et une condamnation de la société d'entreposage, etc. Euh, des employés de l'entreprise, bon, la sculpture était dans une caisse, les employés de l'entreprise avaient ouvert la caisse et ils avaient pensé que c'était quelque chose à jeter. Et donc, ils ont jeté la sculpture dans un conteneur et c'est parti à la casse. Waouh! C'est horrible comme histoire. Waouh! Oh là là! T'en Ah, as d'autres comme ça, Pierre? ah, le choc! Ah oui, le choc, on s'attendait pas à ça, en Ah, je ne fait. m'attendais pas à cette À la fin. déchetterie. À la déchetterie, c'est terrible. Ben oui, ben, l'art contemporain, il faut s'y connaître, hein. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et la société a été condamnée du coup pour négligence ou La société a été condamnée, oui. Bon, c'était un petit peu compliqué parce qu'ils avaient des conditions de vente, enfin des conditions de business qui avaient avec des clauses qui étaient difficiles pour le client. Et malheureusement, ni le client ni la société d'entreposage n'avaient assuré l'œuvre. Donc, c'était vrai, il y avait pas de recours contre un assureur. Mais en fin de compte, oui, la société d'entreposage a dû indemniser mon client. Peut-être une Voilà. autre question, Audrey, je crois. Oui, on aime bien les anecdotes pour le coup, mais là, est-ce que tu te souviens peut-être du plus bel objet d'art que tu as eu entre les mains dans ta carrière? Alors, malheureusement, j'ai pas souvent d'objets d'art entre les mains. D'accord. Euh, un objet d'art que j'aurais voulu avoir un jour entre les mains, Ah, donc, dis-nous aussi, oui. pouvoir contempler. euh, j'aime beaucoup le Premier Empire, tout ce qui est en relation avec le Premier Empire français, donc j'aime énormément et je connais assez bien. Et le Sacre de Napoléon, qui est un tableau qui se trouve au Louvre, un très grand tableau. ouais. Je trouve que c'est une œuvre extraordinaire parce qu'il y a tellement de détails. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que l'œuvre s'appelle le Sacre de Napoléon, mais en fait, c'est le Sacre de Joséphine. Donc, il y a un petit côté, un petit clin d'œil là que j'aime. Voilà. C'est vrai que je vois, en plus, moi qui suis nul pour le coup en art, celui-là, je vois lequel c'est. Donc effectivement, c'est.
Et non, non, c'est un emblème, enfin, c'est Ah, c'est un magnifique. des tableaux icônes, je dirais, de la peinture française. Ça doit être chouette d'aller avec Pierre Valentin au Louvre. Eh bien, quand... Allons-y, 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 allons-y. allons-y. Ah, Allons-y, mais oui, mais Pierre, tu es à Londres. Ah ben là, je suis à Venise, mais ah. Et, je peux faire un saut à Paris, il n'y a aucun problème. il continue à nous faire rêver, hein, vous Mais avez tu es vu. à Venise temporairement ou tu es à Venise parce que tu vis à Venise? Alors, avec le Brexit, j'ai décidé que je ne pouvais pas être enterré dans cette île qui est quand même petite, euh, l'île britannique, les îles britanniques. Et donc, j'ai cherché un point de chute sur le vieux continent et je me suis retrouvé à Venise. Donc, je passe une partie, je vis entre Venise et Londres. Voilà. J'adore. Mais vivre à Venise, tu sais, Ah, c'est beau. je vais au bureau en bateau. J'adore l'idée. Écoutez, ça tombe bien, Pierre, puisque bientôt nous allons sans doute faire un petit voyage tous ensemble dans l'Orient Express et nous diffuserons et nous enregistrerons le podcast Legal Club Sandwich de l'Orient Express. Il est fort probable qu'on passe par Venise. Ah C'est ben Pierre ça, Landy qui fait le parcours, donc on en reparlera. vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Écoute, c'est bien noté. C'est bien noté. Bon, je sens qu'on va me demander de mettre le jingle de fin bientôt. Il est temps, Il est on temps de se voulait te quitter. remercier. Pardon, Yves, on voulait te remercier, Pierre, pour tout ce que tu nous as raconté. C'est atypique, passionnant. Voilà, on a passé un excellent moment avec toi. Merci pour cet échange si riche. Merci à mes chroniqueurs préférés, évidemment, Audrey et Pierre, que j'embête beaucoup. Mais on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Un petit mot de la fin, Pierre? Non, Valentin? absolument. Non, je n'ai pas de petit mot de la fin. Je suis juste. C'était pas pour Ah, toi, c'est pas c'était moi, pas c'est pas ce Pierre-là. C'était un pour autre. toi. Pardon. Un C'est petit pas. mot de la fin, Pierre Valentin. Ah ben, je vous attends à Venise, hein. Faisons une émission ici à Venise. Voilà. Avec la Écoute, vue sur le moi je Rialto. dis chiche, hein, saison 11 ou 12, on se déplace, on fait ça, allons à Venise. Moi j'adore l'idée, je suis à fond Nous, pour le on, concept. nous, on est prêt à partir. On est prêt à partir. Voilà, on n'a plus qu'à noter tout ça. Et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures, Pierre Valentin. Et je remercie Pierre Landy et Audrey, mes chroniqueurs, qu'on retrouve évidemment dans 15 jours pour une nouvelle émission. Merci à tous les trois et à très bientôt. À Jingle. bientôt! Bientôt. See the mommy won't stay.